Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, c'est le 4e volet du procès explosif de Karen Read. Et c'est le dernier. Dans quelques minutes, vous aurez le verdict. Mais en attendant, un petit récapitulatif s'impose. Nous sommes dans la petite ville de Canton, au Massachusetts. Cette nuit-là, il y a une tempête de neige qui commence. Plusieurs amis se réunissent dans un bar pour boire un verre. À la fin de la soirée, vers minuit, Nicole et Brian Albert invitent tout ce petit monde à boire un dernier verre chez eux. Karen et John, après un petit moment de réflexion, disent à Jennifer McCabe qu'ils vont venir. Selon le procureur, John et Karen ne rentreront jamais dans la résidence des Albert. Déjà parce que Karen est allée se coucher. Mais avant, elle a percuté John avec sa voiture, alors qu'il sortait pour rejoindre la porte d'entrée de la maison des Albert. Et toujours selon Adam Lally, Karen a fait cette marche arrière intentionnellement. Ils venaient de se disputer dans la voiture. Elle était furieuse, mais surtout, elle était ivre. Elle est accusée du meurtre au second degré sur John O'Keefe. Mais pour les avocats de Karen Read, leur cliente a été piégée. Karen est bien allée se coucher, mais avant, elle avait déposé John, qui est bien entré dans la résidence des Albert pour prendre un dernier verre. Mais Brian Albert, Higgins et Colin l'ont amené au sous-sol pour lui donner une correction, et ils ont frappé trop fort. Ne sachant que faire du corps de John, Brian l'a jeté devant sa maison, près du trottoir. Puis les trois ont continué la soirée comme si de rien n'était. Ensemble, ils ont eu l'idée de faire porter le chapeau à Karen Read qu'ils ne connaissaient pas. Cet acte abominable contre John fait que toutes les personnes présentes dans cette maison deviennent complices, et les avocats de Karen Read savent qu'ils sont au courant, grâce au texto de Jennifer McCabe. Durant les semaines qui ont passé, on a appris toutes les preuves techniques qu'avait Adam Lally, le procureur, notamment le phare cassé du SUV de Karen Read, l'absence d'ADN autre que John sur ses vêtements et sur toutes les plaies. Ensuite, j'ai laissé la place aux témoins, notamment à Jennifer McCabe qui a expliqué d'où venait son texto « Combien de temps faut-il pour mourir dans le froid ?» qu'elle aurait tapé à 2h27 du matin. Il y a eu Brian Albert qui a pris la parole, Higgins et Colin aussi, dans le petit supplément. Ils ont tous expliqué leur acte durant cette nuit-là et surtout, ils ont fait face à Alan Jackson, l'avocat de Karen Read, qui a essayé de les tourmenter. Et dans les 80 témoins qu'a présenté la défense, j'ai oublié de vous parler d'un témoignage très important. Jennifer Hyde, c'est une experte en technologie du web. Et elle peut expliquer le texto de Jennifer McCabe. Celui tapé normalement à 2h27 comme il est inscrit dans les datas. Elle explique que cette recherche a été tapée plusieurs fois sur le téléphone de Jennifer McCabe. Et à chaque fois avec des fautes d'orthographe. Mais la première, celle de 2h27, a été fermée trop vite. Safari n'a pas pu organiser toutes les données de cette recherche. Et donc, elle a placé ces informations dans une plateforme qui s'appelle Browser State. Cette plateforme, ce sont toutes les données qui n'ont pas été organisées. Et c'est un espace intemporel. Il n'y a aucun neurodata. Cela peut arriver quand vous perdez la connexion Internet ou que Safari se ferme d'une manière impromptue. Et donc, pour l'experte, il n'y a aucun doute. La recherche qu'a fait Jennifer, celle de 2h27, n'a pas abouti. Et donc, c'est le téléphone qui a marqué l'heure. L'eurodata du téléphone met automatiquement l'heure précédente de la dernière connexion Internet. Même si cette explication semble un petit peu technique, pour l'experte, elle dit que c'est quelque chose d'assez banal. Tous les gens qui sont dans son milieu connaissent Browser State et ils savent que c'est un espace intemporel où toutes les données n'ont pas été traitées. Pour moi, elle m'a convaincue et Alan Jackson ne fera pas de contre-interrogatoire. Et quand l'accusation n'a plus de témoins à appeler et a fini avec son argumentation, c'est au tour de la défense. Et Alan Jackson jubile. Il n'en peut plus. Il veut démontrer sa théorie de la conspiration. Et tout le monde attend. Moi-même, j'attendais avec impatience. Mais vous allez voir, je suis un petit peu déçue. Les premiers témoins qu'il appelle, ce sont des experts, des anciens médecins légistes, qui travaillent maintenant pour le privé. La première insiste sur les blessures du bras de John et dit que pour elle, il n'y a aucun doute, c'est l'attaque d'un animal, sans doute d'un chien. Le deuxième médecin légiste, parce que un ne suffit pas, c'est Frank Sheridan. Et lui, il est épatant.
C'est aussi un médecin légiste, mais lui, il est retraité. Il a énormément d'expérience. Il est réputé. Et il dira de suite qu'il a fait 1500 autopsies dans sa vie. Et son constat est très clair. Pour lui, John n'est pas mort d'un accident de la route. Il n'y a aucun signe sur son corps. Il n'a aucune hémorragie interne ou fracture, autre que celle du crâne. Et il ne pense pas que la voiture ait pu provoquer une fracture de ce type à l'arrière du crâne de John. Parce que c'est une théorie possible qui n'a pas été envisagée par l'accusation. Le trooper Joe Paul, quand il a reconstitué son accident, il dit que John O'Keefe est debout. Mais on a quand même retrouvé un cheveu pas loin du phare cassé. Donc cela pourrait aussi dire que c'est la tête de John qui a cogné. Mais Frank Sheridan ne retient pas non plus cette théorie. Il pense comme le trooper Joe Paul. Ce qui a blessé John O'Keefe, c'est une surface dure et plate. Par exemple, un sol glacé. Et donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus pour la défense? Eh bien, lui, il dit que c'est sûr, ce n'est pas un accident de la route. Même si ses conclusions se rapprochent de ceux de Scordi Bello, le médecin légiste de l'État, lui, il est sûr à 100%. Ce n'est pas un accident de la route. Et il dit une deuxième chose, c'est que les blessures du bras de John, pour lui, ce n'est pas un rapage, ce n'est pas des morsures de chien, ce sont des griffures. Et il évoque la possibilité très intéressante d'une déneigeuse. Ensuite, la défense appelle plusieurs spécialistes privés de reconstitution d'accidents de la route. Ce sont des experts en technologie. Il en fait venir à la barre 3. Mais le plus intéressant, c'est le Dr Wolf. Déjà parce qu'il est souvent très apprécié par les témoins, par la cour, par les jurés. C'est un bel homme et il sait s'exprimer. Le Dr Wolf subjugue tout le monde. Donc lui, il travaille à son compte. Et attention, pour venir témoigner à la barre, il n'est pas payé. Lui et son laboratoire ont fait leurs recherches en privé. Mais c'est quand même une aubaine qu'il était retenu par Alan Jackson. Et lui, la première chose qu'il dit, c'est que les enquêteurs ont pris très peu de photos de la scène d'accident et de la voiture de Karen. Et ça l'étonne. D'habitude, il a beaucoup plus de matière pour travailler. Et son constat, c'est que la vitesse de 38 km/h lors de l'impact, suggérée par Joe Paul, et bien pour le Dr Wolf, cette vitesse est trop forte. John aurait subi beaucoup plus de dommages corporels. Pour lui, cela ne peut pas être possible. Et sur la voiture de Karen, il n'y aurait pas eu que de simples bosses ou éraflures. Les dommages de la voiture aussi auraient été beaucoup plus importants. Donc il a fait une reconstitution qu'il appelle biomécanique. Et il est arrivé à une conclusion, que l'accident s'est passé en 2 temps. La première, c'est que c'est le verre qui est arrivé sur la voiture à 38 km/h et a fait cette bosse sur la voiture de Karen. Il peut expliquer ça en disant que John a dû jeter son verre à cocktail contre la voiture. Et le deuxième temps, c'est que John doit être assis par terre, dos à la voiture. Là, la voiture de Karen doit reculer à une vitesse de 10 à 15 km/h, pas plus, pour percuter le crâne, l'arrière du crâne de John, et faire cette fracture. Donc le Dr Wolf, c'est très intéressant ce qu'il amène. Ensuite, Alan Jackson fera appel encore à d'autres spécialistes de la reconstitution d'accidents. Tous auront une théorie différente. Mais Alan Jackson fait ça pour montrer à quel point la version de Joe Paul est insuffisante. Car tous les experts en reconstitution disent la même chose. S'il est debout et qu'il est percuté par Karen à 38 km/h, alors il aurait dû saigner au niveau abdominal, au niveau de l'épaule, et surtout, il aurait des blessures au niveau des jambes, ce qu'il n'a pas. Ensuite, Alan Jackson, bizarrement, ne s'étalera pas sur les mouvements du téléphone de John. C'est les soi-disant pas que John aurait fait entre minuit 20 et minuit 30. Et c'est important parce que c'est grâce à son téléphone que Alan Jackson dit que John a marché jusqu'à la maison des Albert, puisqu'il a fait 80 pas. Et après, il y a eu une élévation. Eh bien, figurez-vous que oui, il y a bien 80 pas à minuit 24. Mais dans le téléphone de John, il n'y a pas que ça. Il y a des données qui sont incompréhensibles. Le téléphone de John a marqué des mouvements sporadiques toute la nuit.
et même le matin quand il était allongé au sol. Notamment quand il a sa réanimation, son téléphone est mis comme une pièce à conviction dans la voiture d'un policier. Cette voiture ne bougera pas pendant 1h30. Pourtant, le téléphone va se déplacer. Pas de beaucoup, mais de plusieurs mètres. Donc, très rapidement, Adam Lally fait remarquer l'inconsistance des données trouvées sur le téléphone de John. Et Alan Jackson laisse faire. Il ne continue pas dans cette voie. La défense appellera aussi beaucoup d'amis de Karen Read et des collègues de John O'Keefe qui viendront témoigner du fait que le couple s'entendait bien. Et puis après ça, il n'y avait plus rien. Il n'a pas d'autres témoins. Il n'a plus de preuves à présenter contre Brian Albert et Higgins. Surtout que maintenant, il ne parle plus de Colin. Il a laissé tomber. Il ne parle que de 2 meurtriers. So did you already do the colloquy? Did you already say you're not going to testify? Yeah, I won't be. I won't be. Et la plus grande déception, eh bien, c'est que Karen Read n'est pas appelée à la barre. La défense a décidé de ne pas la faire témoigner. Pourtant, ça aurait été très intéressant de savoir ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Quand les 2 parties ont fini, avant que les jurés ne partent délibérer, ils doivent faire une présentation, une argumentation finale. Donc c'est Alan Jackson qui commence. Et je peux vous dire qu'il l'a bien préparé. Il est prêt pour ce dernier combat. Look the other way. Look the other way. Il commence en disant que le dossier du procureur ne se résume qu'en 2 mots. Regardez ailleurs. Conflicts of interest? Doesn't matter. Just look the other way. Magic hairs. Magic glass. Look the other way. Les appels téléphoniques entre Higgins et Brian dans la nuit du 28 au 29. La vidéo manquante au Sallyport entre 17h et 17h30. Regardez ailleurs. Et Alan Jackson continue, il dit que le dossier de Adam Lally est plein de mensonges. Il dit même aux jurés, on vous a menti, tout comme son chef d'enquête, Michael Proctor. Que eux, les avocats de la défense, se battent contre le gouvernement pour révéler la vérité. Il clame ensuite que la famille Albert se protège entre eux, que les 8 personnes présentes ce soir-là ne veulent pas dire la vérité sur ce qui s'est passé. Et il rappelle à tous que la famille Albert a un pied dans la police de Canton. Ils ont réussi à manipuler les preuves. Et donc toutes ces personnes, la police, la famille Albert, ont tout fait pour que Brian Albert et Higgins s'en sortent indemnes. Et voilà, Alan Jackson a tout dit. Il vient de finir son travail. C'est au tour de Adam Lally, maintenant, d'expliquer ce qui pourrait encore échapper aux jurés. Il rappelle à tous que c'est elle qui dit l'avoir percuté, que c'est elle qui a introduit cette idée. The defendant repeatedly said, I hit him. I hit him. Oh my God, I hit him. Ce soir-là, Karen est en colère. Ils se sont disputés dans la voiture. Leur couple allait mal. Elle a bu. Elle ne se rappelle même plus avoir déposé John chez les Albert. Elle ne dort que 4 heures et se réveille avec une terrible angoisse. Et pour lui, ça s'appelle la culpabilité. En sortant en pleine nuit, à 5h du matin pour aller chercher John, elle se rend compte que son feu arrière est cassé. Et là, elle n'a plus de doute. Donc elle prend sa voiture et elle va chez les Albert. Et là, elle le voit. Elle remonte en voiture et elle va chercher Jennifer McCabe. Maintenant, elle sait où est John et elle se rappelle exactement ce qui s'est passé. Il revient aussi sur Michael Proctor, le sergent des troopers. Certes, il a écrit des textos horribles, mais c'est un très bon policier. Il a mené une enquête exemplaire. Et si, comme le clame la défense, c'est une conspiration, alors pourquoi Michael Proctor n'a pas effacé ses textos, ses messages? C'est idiot de les laisser. Et aussi, pourquoi Brian Albert, s'il avait frappé et tué John, pourquoi le placer devant sa maison, dans son jardin? C'est complètement stupide. Ce n'est pas logique. Et en plus, la défense n'a jamais prouvé qu'il y avait des problèmes entre John et les Albert. Jamais. Durant les 2 mois de procès, Alan Jackson a réussi à faire changer les chefs d'accusation pour laisser plus de chance aux jurés. Maintenant, il y en a 3. Le premier, c'est meurtre au second degré. Cela n'a pas changé. C'est celui qui est proposé par le procureur, Adam Lally.
Le deuxième, c'est meurtre au 3e degré, meurtre accidentel, involontaire. Et le troisième chef d'accusation, c'est non-assistance à personne en danger. Et donc, quand le jury part pour délibérer, ils doivent revenir avec 3 réponses, coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation. Mais le lendemain, 2 jours après le début des délibérations, ils demandent à voir le juge Canoni. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. En fin de soirée, le juge demande à tous les parties de revenir dans la salle du tribunal. Elle a quelque chose de très important à dire. Et quand tout le monde attend, avec impatience et fébrilité, elle s'assoit et elle annonce que les jurés sont dans l'impasse. Elle demande à faire rentrer les jurés. Ils ont écrit une lettre pour dire qu'ils sont trop divisés. Les 12 jurés n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils ont plié, mais maintenant ils ne peuvent plus. Ils ne pourront pas avoir un verdict unanime. Ils laissent tomber. Et donc, I'm declaring a mistrial in this case. La juge est obligée d'annuler ce procès. Et ça, c'est une porte ouverte à tout. Parce que le procureur peut rejuger Karen Read dans 2 semaines, 1 mois. Et d'ailleurs, il annonce qu'il maintient les chefs d'accusation contre Karen. Et donc, il y aura un autre procès. Un procès qui est annulé, c'est quelque chose de terrible. Parce que c'est du temps gaspillé pour rien. C'est beaucoup d'énergie pour tout le monde. Pour la famille de John, ses parents, son frère, mais aussi pour le procureur. Il a fait venir 90 témoins pendant 2 mois, qui vont sans doute être obligés de revenir. C'est sûr que le procureur entendra par ses supérieurs qu'il a été flou. Et c'est vrai, ses explications ne sont pas claires, il n'a pas fait de chronologie. Mais tout n'est pas de sa faute. L'État aussi n'a pas mis beaucoup d'argent dans ce procès. Les experts fournis par l'État ne sont pas très expérimentés et n'ont pas fait beaucoup de formation. On s'aperçoit que Joe Paul est complètement dépassé par cette reconstruction. Il en souffre à la barre et il a vu qu'il n'était pas du calibre des experts amenés par la défense. Parce que sans doute que Joe Paul a demandé à faire une reconstitution en 3D de cet accident. Mais ce sont des coûts, ce sont des moyens financiers que sans doute l'État du Massachusetts n'a pas accordé. Et face à ça, on a quand même Alan Jackson, qui n'a lésiné sur rien, sur tous les adjectifs qu'il a utilisés et sur l'argent aussi. Il est allé chercher les experts les plus chers, notamment Frank Sheridan, le médecin légiste. La défense était là pour se battre et ils ont mis tous leurs moyens privés, financiers. Le fait que le procès soit annulé, ça change tout pour Karen Read aussi. Parce qu'il se peut qu'elle n'ait pas les moyens de réengager Alan Jackson. Il coûte extrêmement cher et son emploi du temps est serré. Si ce n'est pas Alan Jackson, est-ce qu'elle va s'en sortir la prochaine fois? Parce que c'est lui qui tient l'enquête, parce que c'est lui qui parle de conspiration. Mais à la fin du procès, Alan Jackson, il repart à Los Angeles. Quant à Michael Proctor, eh bien lui, 2 jours après son témoignage, il a été renvoyé. Il a été mis à pied, sans salaire. Et une enquête fédérale s'est ouverte sur lui. Ces anciennes enquêtes sont en train d'être réouvertes pour voir s'il n'a pas fait d'erreur. Et il doit croiser les doigts pour que Karen Read ne porte pas plainte contre lui. Et avant de vous donner mon opinion sur cette affaire, je voulais vous remercier à tous d'avoir suivi cette mini-série. Pour moi, ce fut un travail énorme et je n'avais pas vu l'ampleur avant de commencer. Mais ce fut une expérience incroyable. Et aussi merci à tous de vos encouragements et de m'avoir écouté sur cette incroyable affaire. Quand le procès a commencé, je pensais que Karen Read était la coupable et que le procès nous montrerait comment l'accident s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Parce que ce procès est extraordinaire. Il n'amène aucune preuve que Karen Read ait provoqué cet accident. On ne sait pas comment John est mort. On ne sait pas ce qui a brisé le phare de Karen Read. Il n'amène aucune preuve que Karen Read ait percuté John. Et même que John soit mort dû à un accident de la route. Mais ce procès montre que la théorie de la conspiration est une vaste fumisterie. Et quand on écoute la défense, j'ai l'impression qu'ils ont pris 3 personnes au hasard. Tiens, pourquoi pas Brian Albert, qui a été le chef de la police, qui est réputé, mais aussi qui a un chien qui est agressif.
Et Colin aussi. Tiens, Colin, c'est un ado de 17 ans qui est bagarreur. Oh, et on va prendre Higgins. Il a embrassé Karen. En fait, non. C'est Karen qui l'a embrassé. On les met tous les trois dans un chapeau, on secoue, et voilà une histoire faramineuse. Parce que rien ne se tient, et surtout, la défense, Alan Jackson, se permet à tout moment de changer des points de sa théorie. À un moment donné, le phare de Karen Read s'est brisé à 5h07 du matin, mais comme le procureur a prouvé le contraire, maintenant, il est cassé à 17h30, le jour du meurtre. Et en plus, ce sont des policiers. Allez, on continue avec la théorie du complot. Ou alors, à un moment donné du procès, on se rend compte que Colin a un alibi, et donc on l'enlève de la théorie, comme ça, sans se poser de questions, sans aucune honte non plus. Et c'est ça le problème de la théorie du complot, c'est qu'on laisse tout passer. Mais je vais arrêter sur la théorie du complot parce que à partir du moment où les gens sont persuadés que Karen Read est innocente, tout peut être dit, mais rien ne leur fera changer d'avis. Et pour moi, Karen Read a percuté John O'Keefe. Elle est dans une voiture, elle est ivre, elle ne se rappelle même pas où elle est, elle ne se rappelle pas ce qu'elle a fait. Juste qu'elle s'est disputée avec John, qu'elle est percutée intentionnellement ou par accident, j'en sais rien. Et c'est ça que j'aurais voulu savoir lors de ce procès. Quand Karen Read dit « je l'ai percuté, je l'ai percuté, je l'ai percuté », eh bien je vais la croire. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de profiter du reste de l'été. Je vais prendre 2 semaines de vacances. Donc la prochaine vidéo, ce sera le premier mercredi de septembre. Et à plus tard.